Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition congolaise parle d'un échec à la suite des concertations de Madingu qui ont rassemblé la classe politique du 25 au 27 novembre, des pourparlers à quelques mois de la très attendue élection présidentielle. L'État nigérien sur le front contre le Covid-19, face à la recrudescence des cas de contamination, le gouvernement se dit engagé à débloquer 70 milliards de francs CFA pour l'achat du vaccin. Les opportunités économiques qui lui sont offertes sont souvent inadaptées. L'inquiétante flambée du chômage qui touche de plein fouet la jeunesse africaine, problématique une nouvelle fois soulevée par l'Organisation internationale de la francophonie qui plaide pour plus d'actions de la part des gouvernements en faveur de l'emploi des jeunes. Mais tout d'abord, l'investiture ce lundi au Burkina Faso du président Roch Marc Christian Kaboré, cérémonie d'investiture réduite en raison du contexte sanitaire et sécuritaire également. Une vingtaine de chefs d'État et de représentants est invités à cette prestation de serment du président burkinabé, réélu pour un deuxième mandat de 5 ans avec un peu plus de 57% des voix dès le premier tour lors du scrutin du 22 décembre. Les pourparlers politiques de Madingu n'ont pas atteint l'objectif fixé, considère l'opposition congolaise. Les discussions devaient permettre de mettre au point une stratégie censée ouvrir la voie à une élection présidentielle apaisée en 2021. Mais à l'issue des pourparlers, certains leaders de l'opposition parlent d'un échec faute de consensus. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. La concertation politique de Madingu a été l'un des événements le plus inattendus de la classe politique congolaise en 2020. Malgré l'engouement de l'opposition parlementaire à y participer, celle-ci a été déçue au terme des 2 jours de travaux. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur 3 éléments essentiels qui pour nous conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Il n'y avait pas que des opposants à Madingu. Les partis du centre, la majorité présidentielle et la société civile semblent avoir trouvé leur consensus. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, affirme que cette concertation a permis de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a eu 2 positions. Un recensement administratif spécial qui a abouti à une espèce d'impasse constitutionnelle ou révision extraordinaire des listes électorales. Le consensus, c'est les 2 positions existent. Il faut transférer tout ça, transmettre tout ça au gouvernement de la République qui validera l'une ou l'autre des 2 positions. Dès l'annonce de cette concertation par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, des voix s'étaient déjà élevées. C'est une énième concertation pour rien, c'était un non-événement. L'opposition réelle doit se ressaisir. On l'a déjà connu à Brazzaville 2009, 2001, Dolisie, tout ce que vous savez à Evo, partout. Ça n'a jamais abouti à ce que nous voulons. La concertation politique de Madingu avait pour objectif de baliser la voie à l'élection présidentielle de 2021. Mais l'opposition tient encore à un véritable dialogue national inclusif organisé par le Conseil national du dialogue avec la participation de la communauté internationale. L'actualité au Mali où 5 personnes sont poursuivies pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parmi lesquelles des cadres du Trésor public, mais aussi le chroniqueur radio et militant Mohamed Youssouf Batili. Tous ont été interpellés la semaine dernière par la sécurité intérieure et depuis, les personnes ont été transférées au camp numéro 1 de la gendarmerie de Bamako après plusieurs jours de détention en dehors de toute procédure légale. Toujours aucun communiqué de la part des autorités de transition au sujet de ces interpellations dont les raisons restent encore très floues.
L'opposition béninoise exige un audit indépendant de la liste électorale avant l'élection présidentielle prévue en avril 2021. C'est ce que réclame notamment le Parti des démocrates de l'ancien président Thomas Boni-Yayi, qui pointe plusieurs irrégularités dans le fichier actuel. L'opposition constituée en collectif dénonce en outre son absence du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Écoutez à ce propos Éric Oundete, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et actuel président des démocrates. Aucune élection ne peut être transparente sans une liste électorale crédible, élaborée sous le contrôle vigilant de toutes les parties, opposition, mouvance et société civile. C'est la raison pour laquelle toutes les structures de gestion de la liste électorale permanente informatisée ont été conçues pour être paritaires, que ce soit le CPS, pour l'élaboration de la liste ou les différentes autres institutions, COS, pour son actualisation. Il se fait qu'avec l'élection d'une Assemblée nationale monocolore, le COS-LEPI actuel est tout aussi monocolore. Signalons qu'avec le RAVIP, plus de 2 millions de personnes reçoivent des actes de naissance dans une totale opacité et en dehors des structures prévues pour la délivrance de tels actes. Les partis, associations, mouvements et personnalités de l'opposition regroupés au sein du collectif jugent inadmissible l'organisation des élections sur la base d'une telle liste et en exigent un audit indépendant. Alors que la vaccination démarre dans la plupart des pays occidentaux, les pays africains se préparent également à protéger leur population. L'objectif est de vacciner à terme 60% de la population africaine, mais de nombreuses questions subsistent encore concernant le financement. Mais certains pays, à l'instar du Niger, qui fait face à une hausse du nombre de cas de Covid, se dit prêt à débourser jusqu'à 70 milliards de francs CFA pour l'achat d'un vaccin qui sera dans un premier temps administré aux personnes vulnérables. Marie-Raphaël Antolo. 70 milliards de francs CFA débloqués par le pays pour se procurer le vaccin contre la Covid-19. L'État du Niger s'est engagé à débourser cette somme pour vacciner l'ensemble des couches vulnérables du pays, soit 47% de la population. Une information ressortie de l'entretien entre le chef d'État Issoufou Mahamadou et la secrétaire exécutive adjointe de l'Alliance du vaccin, Madame Anuradha Pura Gupta. Le gouvernement du Niger a pris une décision salutaire parce que pour vaincre le coronavirus, il sera capital pour toutes les nations d'assurer l'égalité d'accès au vaccin. Or, beaucoup de nos populations, beaucoup de nos communautés ne disposent pas de moyens et donc c'est l'État qui va devoir s'organiser avec ses partenaires pour assurer la gratuité pour un nombre important. Sinon, il sera très difficile. Le coronavirus a été une réalité au Niger. Jusqu'aujourd'hui, le pays compte plus de 1200 cas actifs. Donc, il est nécessaire de prendre des dispositions pour que la population soit préservée. Notons que le Niger affronte depuis quelques semaines une deuxième vague de coronavirus qui fait plus de dégâts que la première. Réunie en Conseil des ministres cette semaine, l'équipe gouvernementale a édicté de nouvelles mesures pour freiner la recrudescence des cas de Covid. Il s'agit notamment de l'interdiction des regroupements et fermetures des lieux publics, bars et boîtes de nuit. Les difficultés en termes d'acheminement du vaccin dans des villages ne vont pas manquer vu que le pays
a aussi des problèmes d'infrastructure de base, comme la plupart des pays du Sahel, enclavement, etc. Mais il faut déjà se dire que le gouvernement prendra des dispositions parce que le programme élargi de vaccination existe au Niger depuis 1987 et est présent dans les 72 districts de santé, même s'il y a des difficultés de fonctionnement de certains districts de santé. Mais à situation exceptionnelle, il y aura également des mesures exceptionnelles avec le soutien des partenaires au développement, notamment l'OMS, pour que les vaccins soient acheminés à tout le monde. Rappelons qu'en novembre dernier, le gouvernement a inscrit la Covid-19 au rang des maladies endémiques au Niger. Pour faciliter aux États l'accès aux vaccins, la Gavi a instauré un programme appelé COVAX, qui est la collaboration pour un accès mondial équitable aux vaccins contre le virus de la Covid-19. Notons que lors de l'entretien avec le secrétaire de l'Alliance de vaccins, le président nigérien a demandé un accès aux vaccins pour le Niger au plus tard au cours du premier trimestre de 2021. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent sur le continent africain 60% de l'ensemble des personnes actuellement sans emploi. Ce taux est encore plus élevé dans des pays comme la République du Congo ou encore au Sénégal. La lutte contre le chômage et le sous-emploi, l'un des fronts sur lesquels intervient notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Marie-Raphaël Antolo. Suite à la tenue de la grande consultation de la jeunesse francophone qui a mobilisé plus de 10 000 jeunes issus de 83 États et gouvernements membres de la francophonie et qui s'est déroulée pendant 2 mois précisément de mai à juillet 2020, une émission consacrée à la jeunesse francophone intitulée Parole aux jeunes a été organisée. Cette émission qui s'est tenue le 22 décembre 2020 a été l'occasion idoine pour la jeunesse francophone africaine de parler des difficultés qui sont les siennes. Elle aura surtout partagé ses attentes en termes d'éducation et de formation. Le problème est surtout au niveau de l'orientation, parce que les jeunes ont la volonté, mais n'ont pas toujours la connaissance des besoins sur le terrain. Nous, on a vu par exemple on a besoin d'une collaboration entre les établissements scolaires et les entreprises, parce que ce sont eux qui éduquent les jeunes et c'est nous qui connaissons les besoins. Donc, pour ce qui est du recrutement, par exemple, au sein de notre entreprise, on a plus de difficultés sur les métiers techniques qui sont des métiers liés à la réalité actuelle. L'accès à l'emploi, ou mieux, à l'emploi décent, reste également une problématique persistante pour les populations jeunes en Afrique. La tribune offerte par l'OIF a permis à la jeunesse de poser les problèmes de la durabilité de l'emploi. Selon une déclaration de la secrétaire générale de l'OIF, ces priorités ainsi définies donnent un sens profond à l'action actuelle de l'organisation et dessinent un cap à tenir pour l'avenir de la francophonie. Nous pensons qu'il est important de préparer la jeunesse à l'emploi parce que c'est plus facile d'être employé quand on a des talents d'employabilité. Et donc pour nous, c'est l'accompagnement de cette jeunesse à travers différents programmes, dont le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation. On va commencer la formation sur les métiers du numérique. Et la jeunesse francophone est une jeunesse qui est engagée, qui veut faire au-delà de leurs propres intérêts. Ce grand exercice de citoyenneté qui a placé les jeunes au cœur des débats sur les problématiques majeures du continent entoure la célébration du 50e de la francophonie cette année 2020. Une approche participative qui, selon les responsables de l'institution, devrait se pérenniser au cours des prochaines décennies. Bars et boîtes de nuit sont fermés dans le pays depuis le mois de mars. Durcissement du couvre-feu, dispositif visant à favoriser le respect des gestes barrières. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement rwandais a été l'un des premiers au monde à avoir su mettre en place les dispositions nécessaires afin de freiner la propagation du virus. Des efforts dans la gestion salués par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un reportage de notre correspondant Fraternel Ndaka Isienga. Même avec ce qui ressemble à une deuxième vague de la pandémie à coronavirus, le Rwanda reste un pays modèle dans la gestion du Covid-19 selon plusieurs observateurs. Quelques semaines après l'apparition de la pandémie sur le continent, le Rwanda fut l'un des premiers pays à imposer le confinement total, ce qui a aidé les autorités à contenir le nombre de cas importés. Étant donné que c'était une crise sanitaire, tout le monde était impliqué, ça veut dire le ministère du Commerce a pris sa part en gérant le monde des affaires
par rapport à la pandémie. Le ministère de l'Agriculture a eu des stratégies par rapport à la Covid-19. Tous les secteurs. Donc c'était une approche multisectorielle qui a fait qu'il y a eu un bon résultat. Réponse collective de la part des autorités, mais également la collaboration de la population qui est allouée selon d'autres analystes. Si le gouvernement a instauré des mesures strictes à respecter, il n'a pas eu trop de mal à les faire respecter par les populations. La crise qu'on a vue et qu'on a sentie chez les autorités, elle est descendue jusqu'au plus bas, jusqu'aux citoyens lambda, qui a compris que le temps était difficile, les temps étaient durs, il fallait être vraiment très très prudent. Et je pense que ça a contribué à ce que les gens puissent rester chez eux et rester extrêmement prudents. Jusqu'au 26 décembre, le Rwanda avait enregistré 7817 cas positifs sur plus de 714 000 tests réalisés avec 72 décès et plus de 6 000 guérisons. À part les strictes mesures imposées, le Rwanda a été félicité pour avoir fait usage de la technologie dans son combat contre le Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.